Tu as lancé Photolia, première aventure, énorme succès. À partir de quand tu lèves des fonds, sachant que ça décollait assez vite quand tu étais étudiant, comment tu te trouves dans une situation où tu es très dilué? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pendant ces 10 années? Ok, on va essayer d'être rapide. Écoute, moi, j'avais pas compris enfin, je lançais pas une boîte pour gagner de l'argent, donc j'avais rien compris à cette histoire d'equity. Ok. Et à l'époque, non vraiment, je savais pas. Maintenant que je réalise, je savais pas ce que c'était que l'equity et je savais pas que pour gagner de l'argent en entreprenant, il fallait voir des pourcentages d'une boîte, quoi. Il faut savoir qu'à l'époque, l'écosystème était beaucoup moins mature qu'aujourd'hui, quoi, tu vois. Bon, bref, mais j'étais quand même paumé. J'ai donné 50%. À l'époque, il fallait un capital, pour lancer une boîte, une SARL, il fallait un capital minimum de 15 000 balles, 15 000 euros. Okay. Et il y a 7 500 euros que tu devais apporter en cash et 7 500 euros que tu pouvais apporter en industrie. Moi, j'avais zéro. Mes parents, ils avaient zéro. Et donc, du coup, j'ai apporté 7 500 euros en industrie, c'est-à-dire parce que j'ai appris à coder et j'ai développé le site web. Et j'ai trouvé un ami qui a mis 7 500 euros pour 50% du capital. Donc je suis lui, parti. Il a pris 50% dès le départ. Je suis parti avec 50% de ma boîte. J'ai eu de la chance, par contre, et c'est hyper important dans la vie, les choses. À la fin, c'est qui disait ça? Je crois que c'est Steve Jobs. Parfois, tu te retournes et tu relis les points. Mais j'avais fait un stage 3 ans avant dans une petite start-up d'hébergement en ligne qui s'appelait Amen. Et j'avais rencontré les deux fondateurs et je les avais recontactés à ce moment-là. Et les mecs complètement tarés ont investi dans la boîte. Donc, un mois après, ils ont mis 200 000 balles chacun, ce qui était énormissime pour l'histoire, quoi, tu vois, pour l'époque, quoi. Tu sais, c'était énorme de mettre 200 000 balles dans une boîte. Par contre, ils m'ont dit on rachète le gars qui était rentré. L'ami. Et on prend un tiers chacun. Donc, je me retrouve à ce moment-là, je passais de 50% à un tiers du capital. Et après, alors ça c'est un peu plus triste, je m'étais mis avec cette Belge justement qui s'appelle Marine et qui est aujourd'hui devenue ma femme. Je comptais sur son père parce qu'on a eu besoin d'argent assez rapidement. Je comptais sur son père pour remettre au pot. Le problème, c'est qu'il a eu un petit accident d'hélicoptère l'année en 2005. Et du coup, je me suis fait rediluer. Eux ont remis 200 000 euros et j'avais vraiment aucun pouvoir parce que j'avais pas d'argent par ailleurs et que c'était pas possible. Il n'y avait pas de business angel, il n'y avait pas de fonds. Tu savais pas du tout à qui t'adresser, quoi, tu vois. Donc, honnêtement, je suis pas du tout frustré d'ailleurs de cette histoire. Je m'en suis super bien sorti et ça a été la plus belle aventure de ma vie. Je raconte juste les détails. Et je me suis retrouvé avec 15% du capital. Et par contre, l'avantage, c'est qu'on n'a jamais levé d'argent. C'est-à-dire qu'en 2009, on a fait en fait, c'était un business model complètement rentable, comme on n'en a jamais vu, comme j'en ai jamais vu depuis, en vérité. Et c'était très, très, très... ça dégageait beaucoup de liquidités, si bien qu'il y a un fonds d'investissement en 2009. C'est un peu l'aventure... votre aventure aussi à vous. Il y a un fonds d'investissement en 2009 qui s'appelle TA Associates qui a racheté la moitié de la boîte. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai touché une première partie, la première fois que je touchais de l'argent. Pour la petite anecdote d'ailleurs, complètement dingue, j'ai vu cet argent sur mon compte et pendant 15 jours, je n'osais plus traverser la route, j'avais peur de mourir et de ne pas pouvoir profiter de cet argent, quoi, tu vois. Je sais pas, après ça a été un traumatisme, ça a duré 15 jours, c'était vraiment un toc, quoi, tu vois. Et après, ça allait mieux. T'as commencé à dépenser? Non, écoute, je ne l'ai pas dépensé. Je savais pas, tu sais, quand j'avais 29 ans, j'avais vraiment pas besoin de quoi que ce soit. Et du coup, j'ai tout placé dans un pote qui m'a dit tu dois mettre tout dans Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, c'est Warren Buffett. Comme moi, j'étais dans la tech, etc., il m'a dit écoute, ça va hedger, ça va contrebalancer complètement et tu vas avoir un portfolio diversifié. Et honnêtement, ça a été un super investissement parce que ça a été un très bon rendement. Et il était dans les banques, dans les assurances, complètement un domaine que je ne connaissais pas forcément. Et qu'est-ce que je racontais? Et voilà. Et donc, du coup, on a fait une vente en 2009 à TA Associates, puis on a revendu 50% de la boîte. Enfin, les 50% qui nous restaient, on est passé de la moitié à la moitié, à KKR en 2012. Et après, il y a Adobe qui a racheté à tout le monde. C'est pareil. Du coup, j'ai touché cet argent de manière progressive, ce qui m'a permis aussi d'apprendre à savoir quoi faire avec, quoi. Ce qui doit être très très dur, c'est enfin très très dur, on s'entend. Et c'est les gars qui touchent 120 millions comme ça du jour au lendemain, ça doit être un peu traumatique. Ouais, c'était compliqué. Non, mais c'est franchement. Nous, pas jouer dans la conversation. Non, mais évidemment, ça nous fait jour. tous rire. Mais c'est les mecs, moi j'en connais certains dont je citerai pas les noms.
ils sont toujours en dépression 2 ans après, quoi, tu vois. En vérité, à la fin, tu as juste envie d'être heureux, tu n'as pas envie d'avoir du pognon, quoi, tu vois. Donc si le fait de toucher 100 millions sur ton compte, ça te rend malheureux, c'est dommage pour toi, mais c'est triste, quoi. Et quand il y a les différents rachats, est-ce que tu restes dans la boîte, tu es encore opérationnel, tu es 50-50, enfin, ça se passe comment? Non, alors j'ai fait semblant d'être, en fait, au premier, au premier achat en 2009, j'avais déjà envie de faire autre chose. Et je suis resté dans la boîte en mode président, président du conseil d'administration, le rôle honorifique. Mais j'étais parce que vis-à-vis des salariés, j'étais là et je m'occupais du paiement des factures. Alors que c'est vraiment pas du tout mon sujet. Et pourquoi je m'occupais du paiement des factures? Parce qu'on recevait tellement. En fait, on était dans 25 pays et on faisait de la pub online, mais surtout papier, dans plein de magazines. Et honnêtement, on recevait des factures du Japon, de Pologne, etc. Tu comprenais rien sur les factures. Et il n'y a que moi qui savais plus ou moins dans quel pays on était, sur quel magazine on advertisait. Tu vois. Donc, pour pas se faire enrouler, c'est moi qui étais responsable de vérifier facture par facture que les paiements étaient légitimes. Mais à ce moment-là, j'avais déjà envie des velléités d'entreprendre et j'avais lancé une boîte qui s'appelait Zlock, qui était une place de marché de la location de particulier en particulier. C'était l'idée d'un eBay. Alors, je sais qu'eBay, ça a vieilli, hein, mais à l'époque, eBay, c'était vraiment la boîte magique, quoi, tu vois. Et eBay, c'était autour de l'achat et de la vente. Et l'idée, c'est de faire la même chose autour de la location et permettre à n'importe qui d'aller mettre en location sa perceuse. Et finalement, je suis parti au bout de 2 ans parce que ça allait pas assez vite, mais ma cofondatrice, Marion Carrette, a pris la partie voiture et a pris Zlock voiture est devenu Wicar, qui a été revendu après qui est un concurrent de Drivey et qui a été revendu quelques années plus tard à la SNCF, quoi. Donc c'était une super aventure. Et moi, à partir de là, j'ai commencé à vouloir. J'avais plein d'idées qui sont nées de l'histoire de Fotolia, c'est-à-dire que la meilleure manière pour pouvoir avoir des idées, c'est pas d'attendre qu'elles arrivent, c'est de faire autre chose, quoi, tu vois. Et pendant la vie de Fotolia, j'avais plein de problématiques. Il faut savoir qu'à l'époque, je vais emmerder tout le monde avec ça, mais quand tu gères un business, il n'y avait pas de SaaS ou de software disponible. Donc la moitié de ton temps de développement, tu développais les outils dont tu avais besoin pour pouvoir répondre à tes clients, encaisser tes paiements, faire tes factures, etc. Et c'est toutes ces idées-là qui sont devenues les 5 premières idées du studio eFounders: Aircall, Mailjet, Textmaster. Il y avait quoi? Front. C'est vraiment les 4 boîtes qui sont issues directement des idées, des problématiques que j'ai rencontrées pendant l'histoire de Fotolia, quoi.